Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette visio du Centre national d'agroécologie. Comme d'habitude, moi c'est Martin, agronome chez AgroLeague en grande culture et au Centre national d'agroécologie à l'expérimentation. Ce soir, on a la chance d'accueillir Xavier Dubruck, agronome spécialisé en maraîchage. Euh, Maraîchage diversifié, quelques spécialisations, il vous parlera de ça. Une approche très pragmatique, mesurée pour progresser, c'est très très intéressant. Avant ça, un petit mot, donc Centre national d'agroécologie, la structure qui nous permet de faire ce webinaire en accès libre et gratuit ce soir. Euh, Une association qui a pour but de diffuser les bonnes innovations en accès libre et gratuit pour donner des clés d'action aux agriculteurs. Si les innovations existent, on les diffuse en vidéo sur Vers de Terre Production et à l'écrit sur Trello Performance, d'où le webinaire de ce soir. Et si les références n'existent pas, eh bien, on tente de les créer via de l'expérimentation. Donc, voilà. L'expérimentation qui réussit ou des fois qui ne réussit pas, mais c'est un résultat en soi. Et c'est le jeu de l'expé. Xavier, je te laisse te présenter. Si, dernière chose, pour ceux qui nous regardent, il y a un chat sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Xavier nous fera une petite heure de présentation et après on posera vos questions à Xavier. Xavier, c'est à toi. Ok, merci Martin. Merci pour ta sollicitation. Tu m'as demandé d'évoquer le thème du dopage de la fertilité et de traiter aussi des causes d'échec principales en culture. Alors moi, je suis technicien maraîcher, donc les exemples que je vais évoquer seront des exemples qui seront tournés vers le maraîchage, mais c'est de la production végétale et donc, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de mes propos pourront être extrapolés à d'autres productions végétales. Voilà. Donc, le thème proposé est extrêmement vaste, hein. En parlant de fertilité et d'échec de culture, finalement, on évoque un peu toute l'agriculture, toute la production végétale au sens large. Évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Le sujet va être relativement survolé, compte tenu du temps disponible. Je serai à disposition pour répondre aux questions après mon intervention qui devrait durer à peu près 1 heure. Martin, tu feras le gardien du temps si je déborde trop. Voilà, donc je vais évoquer un certain nombre de faits autour de la fertilité, du développement de la fertilité. Et concernant les échecs de culture principaux que je vois, et donc dans le monde du maraîchage, j'évoquerai un peu en liste à l'après-vert, mais avec à chaque fois quelques exemples des cas où la probabilité d'échec est bien plus grande. Voilà, voilà. Donc moi, je suis technicien maraîcher depuis un peu plus de 30 ans. Je donne des conseils à des maraîchers de profils divers, du très gros maraîcher au très petit maraîcher, en termes de surface, en termes de volume, en bio, en conventionnel, en agriculture conventionnelle ou en MSV, euh, en France métropolitaine et aussi sur 2 autres continents sur la partie agronomie, conservation des sols. Voilà, voilà. Euh, Donc, tu disais France métropolitaine, si un jour quelqu'un veut du Xavier Dubruck, il t'appelle et tu peux te déplacer, quoi. voilà, je peux me déplacer et je peux aussi renseigner les gens à distance. C'est une partie assez conséquente de mon activité de renseigner les gens à distance. Je me déplace un peu, j'ai différentes façons de travailler avec mes clients selon la distance justement en termes de fréquence de visite, voire même pas de visite du tout, c'est-à-dire une par an au maximum, ou après le WhatsApp fonctionne à plein régime pour répondre aux questions du quotidien. Voilà un peu comment je travaille, puis je fais aussi des formations, des diagnostics d'exploitation, ce genre de choses, ce qui me permet de voir un grand, grand nombre de situations et d'avoir vu au cours de ma carrière, qui n'est pas terminée, beaucoup de cas, beaucoup de situations qui permettent d'appréhender ce sujet avec entrain. Voilà, voilà.
Doper la fertilité, éviter les erreurs majeures en culture. On va commencer, si vous voulez bien, par évoquer le dopage de la fertilité. Et pour aborder ce sujet de manière structurée, il faut peut-être rappeler un peu ce qu'est une bonne fertilité. Et donc, j'ai l'habitude de rappeler, de résumer la chose en se disant qu'une bonne fertilité, c'est quand on a un milieu qui permet de bien faire pousser les plantes. Hein, on ne cherche pas des complications. Ce qu'il faut pour l'agriculteur, pour le maraîcher, c'est que ça pousse bien. Voilà. Et donc, revenons-en aux fondamentaux. Comment la fertilité est abordée par les agronomes. C'est un petit passage obligé dans ma petite intervention qui met en relief une bonne partie des causes d'échec. Et donc, j'ai choisi de commencer comme ça. La fertilité, elle est décrite par les agronomes de cette manière, physique, chimique et biologique. Commençons par la fertilité physique. Je commence par elle volontairement. La fertilité physique, c'est le côté meuble des sols, c'est la répartition entre la partie de terre et les espaces vides qui se trouvent dans le sol. Euh, c'est un prérequis extrêmement important. On ne cultive pas sur un trottoir. On a besoin de plantes qui occupent un maximum de volume de sol pour leur résilience. Et donc, la fertilité physique est quelque chose d'absolument majeur qui passe avant les autres fertilités dont on va parler et qui sont de toute façon complètement imbriquées les unes aux autres. Alors, la fertilité physique, ça s'évalue, hein, la fourche bêche, la tarière, le profil du sol. En gros, simple test bêche, de fourche bêche, qui consiste à prendre une pelletée et la renverser de 1 mètre de haut et de regarder qu'est-ce qui est tombé au sol, la répartition entre les mottes, la terre fine, et aussi la difficulté avec laquelle on a fait pénétrer la fourche bêche dans le sol est déjà un très très bon indicateur de structure de sol. Euh, le fait de renverser la bêche, ça permet de voir un peu si on a des compactions, etc. C'est une base indispensable. Il est globalement pas du tout recommandé de s'amuser à aller planter des cultures dans des terres où, lorsqu'on cherche à planter la fourche bêche, on n'y arrive pas. Je parle en conditions d'humidité normale et en l'absence de cailloux. Voilà, voilà. Donc, c'est un prérequis absolument indispensable. La fertilité physique, c'est le premier étage de la fusée. Dans bon nombre de situations, on trouve que ça pousse pas, de l'asphyxie, etc. Et quand on vérifie la physique du sol, eh bien, ça ne va pas. Et donc, on a affaire à quelque chose qui est très fréquent. Et donc, il y a un diagnostic à faire, c'est vite fait. Et je m'adresse particulièrement aux gens qui sont plutôt dans une logique réduction du travail du sol, voire même d'arrêt de travail du sol. La question est, même en cas de volonté d'arrêt de travail du sol, la question est comment est la terre pour pouvoir implanter la culture. Donc voilà, voilà. Et si le sol n'a pas la porosité nécessaire, eh bien, il faut avoir recours au travail du sol. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de quel genre de travail du sol on fait euh, lorsqu'on a l'envie de très peu travailler le sol, mais qu'on a aussi envie de faire du légume. Il existe différents types de dents, de différentes approches pour perturber le moins le sol tout en améliorant cette fertilité physique. La fertilité chimique, non? Euh, c'est l'équilibre entre les éléments minéraux, le pH et la concentration des minéraux qui représentent finalement l'engrais pour les plantes. Les plantes ont besoin d'éléments fertilisants, elles ont besoin de les trouver dans le sol. Bon nombre de cas, ben, manque d'engrais, déséquilibre d'engrais, parfois d'excès. Il faut ce qu'il faut. Alors, en gros,
et notamment à l'installation ou quand on reprend des nouvelles terres, il faut une analyse du sol. Euh, et s'il y a des corrections à faire, il faut les faire. Et si ces corrections doivent être mélangées à toute l'horizon du sol, à toute l'épaisseur de la terre arable, eh ben, il ne faut pas hésiter à faire du travail de sol très agressif, histoire de bien mélanger les éléments sur toute l'épaisseur de la terre arable. Il ne faut pas hésiter. C'est une base qui est souvent négligée. Et pourtant, le diagnostic sol sur la physique d'abord et sur la chimie après, c'est pourtant absolument essentiel pour que les plantes soient bien et que la fertilité soit au top. Voilà. La fertilité biologique, ça vient en troisième point. Et en gros, la fertilité biologique est là pour rendre service à la fertilité physique et à la fertilité chimique, hein. La biologie, donc la vie du sol, elle aère, elle fait des trous et elle intervient de fait fortement, si elle est très active, sur la physique du sol. La biologie, de par ce qu'elle excrète dans le sol, et aussi par les cadavres qu'elle produit, puisque quand il y a de la vie, il y a de la mort, eh bien, toute cette biologie fournira de l'aliment au reste de la vie du sol et des éléments minéraux aux plantes également. Donc la fertilité euh, biologique rend service à la physique du sol et rend service à la chimie du sol. On a donc tout intérêt, en termes de fertilité, d'avoir un sol qui a une forte fertilité biologique, une forte activité biologique dans le sol. De quoi cette vie a besoin dans le sol? Elle a besoin qu'on la laisse tranquille, donc de limiter le bouleversement du sol autant que possible et de la nourrir, tout simplement. La fertilité biologique, c'est le troisième étage de la fusée de la fertilité. C'est pas le premier, pas le deuxième, c'est le troisième. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour qu'une plante elle pousse bien, il faut qu'elle puisse s'implanter dans un milieu, fertilité physique, et il faut qu'elle trouve à manger, fertilité chimique. La fertilité biologique vient rendre service aux deux autres, mais on peut s'en passer pour faire pousser des plantes. C'est pas idéal en termes de durabilité, mais bon nombre de légumes qu'on consomme, les tomates, les concombres, les fraises, les aubergines, ce genre de choses, bon nombre de ces légumes sont majoritairement, qu'on le veuille ou non, cultivés en hors-sol, avec les limites qu'on connaît, mais simplement dans mon argumentaire pour dire que on peut se passer de fertilité biologique pour faire pousser une plante dans l'absolu. Voilà. Mais dans la fertilité biologique n'est pas du tout à négliger et était à développer, entretenir dans les sols. Donc, l'activité biologique a besoin de se nourrir et qu'on le laisse un peu tranquille d'un point de vue travail de sol. Et donc, c'est un peu la maison de la biologie, hein, de la vie du sol, le sol. Et donc, limiter sa perturbation, c'est un peu aider cette biologie à se développer. À condition toutefois que les sols et dans un sol compacté, la biologie a du mal à se développer et elle a aussi du mal à décompacter les sols où il faut beaucoup de temps. Et donc, la fertilité physique, la décompaction des sols vient en priorité pour la plante et vient aussi en priorité pour l'activité biologique. Il faut un sol suffisamment poreux. Et s'il y a besoin d'améliorer cette porosité par un minimum de travail du sol, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter un instant. Cause majeure d'échec en MSV, hein, c'est-à-dire en maraîchage sans travail de sol. Euh, Parfois des compactions qui ne sont pas rattrapées parce qu'on n'a pas envie de travailler les sols et on réduit l'activité biologique et on réduit aussi l'activité des plantes, ce qui n'est pas positif. Donc, le principe du travail de sol, c'est le moins souvent possible, mais aussi souvent que nécessaire. Et le nécessaire, on le voit avec un diagnostic sol tel que je l'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, puisqu'on parle d'activité biologique qu'on a besoin de nourrir, je vous propose de
réfléchir à qu'est-ce que la nourriture de la vie du sol, la matière organique qu'on apporte au sol d'une manière ou d'une autre. Mais avant, ici, je veux juste rappeler qu'il y a une interaction extrêmement forte entre la fertilité physique et biologique. Je l'ai évoqué, la biologie améliore la physique, mais il faut une bonne physique pour avoir une bonne biologie. Il faut aussi avoir une bonne fertilité chimique pour avoir une bonne biologie, puisque l'activité biologique a besoin de cette chimie du sol pour fonctionner correctement, et vice-versa. Et ensuite, la physique et la chimie sont en interaction aussi, parce que lorsqu'il y a des compactions, il y a des problèmes en termes de solubilisation des engrais, par exemple. Tout est lié en termes de fertilité. Outre la fertilité, je vais tout de suite passer à l'alimentation des plantes, de la vie du sol en matière organique, mais faut pas perdre de vue des choses archi simples que je ne vais que survoler ici. On peut avoir la matière organique qu'on veut. Si on se retrouve dans des situations de bas-fond comme celle-ci, où l'eau reste dans le champ quand il pleut fort, et ben, ça veut dire que là, il y a un problème. Et d'un point de vue fertilité, au sens global du terme, est-ce que ça pousse bien? Eh bien là, on peut se dire qu'il y a un problème, même si le sol a un bon pourcentage de matière organique, même s'il a une bonne fertilité physique, chimique, là, on voit bien qu'il y a un problème. La question de l'assainissement revient assez souvent comme problème grave au niveau des cultures. L'eau, il faut savoir évacuer l'eau en excès et il faut savoir apporter lorsqu'il en faut, en particulier en maraîchage. Booster la fertilité biologique, les leviers qu'on a, eh bien d'abord, il faut nourrir la biologie du sol. Alors, je propose cette façon de présenter les matières organiques qui reviennent au sol et qui serviront à nourrir la vie du sol ou à nourrir les plantes ou les deux à la fois. Euh, en En horizontal, on a le césurène, qu'on trouve dans toutes les classifications de matières organiques. Donc, sur le côté gauche, des césurènes faibles, ça veut dire des molécules qui sont un peu plus riches en azote, et sur le côté droit, des molécules très pauvres en azote. Et à la verticale, on recroise ces données avec l'ISMO, indice de stabilité des matières organiques. En bas, faible ISMO, ça veut dire probablement stable. Donc, à dégradation rapide, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et pour ce qui est des ISMO élevés, ben, on a affaire à des matières organiques qui sont beaucoup plus difficilement dégradables. Et à l'intérieur de ce tableau, il reste à mettre les matières qu'on a l'habitude d'utiliser en agriculture et on peut les classer, les détailler pour comprendre leur fonctionnement, leurs propriétés particulières. Bon, là, j'ai un peu tout mis du coup. Ce que je vous propose, c'est de regarder le côté en bas à droite, fumier de cheval, foin, paille. On a donc affaire à des choses qui se dégradent rapidement. Hein. En dessous de la verticale, de l'horizontale, c'est des choses qui se dégradent plutôt rapidement. Hein. Le fumier de cheval, le foin, la paille, on est sur des dégradations rapides et pour autant des céssurènes qui sont assez élevées. Voilà, voilà. Si on prend le carré en bas à gauche, donc des céssurènes faibles et des isthmos faibles, donc des matières qui sont un peu plus riches en azote, qui se dégradent rapidement. On a par exemple le tourteau de ricin, puisque c'est un engrais qui est beaucoup utilisé en maraîchage, notamment en maraîchage bio. On a les fumiers de Bourvin, les engrais verts, c'est un peu discutable. On a les tontes de gazon, les fientes, les lisiers. Là, on a affaire à des matières qui se dégradent vite et qui sont plus riches en azote et donc on comprendra bientôt qu'est-ce qu'on peut en tirer. En haut à gauche, on a des composts. De manière générale, en haut à gauche, ce sont les composts. Alors, j'ai ajouté tout en haut humus. Alors, l'humus, ça ne s'apporte pas, hein, ça s'obtient.
à travers de l'activité biologique, mais c'était pour situer un peu cette matière organique stable qui reste pour très longtemps dans le sol. En tous les cas, ce qu'il faut comprendre de cet encart en haut à gauche, c'est qu'on a affaire à des produits qui se dégradent lentement et qui sont plutôt riches en azote. Voilà, voilà. Le dernier encart en haut à droite, on a le bois, les broyats de déchets verts et la petite exception en haut avec la tourbe, qui est un produit qui a un cécimène autour de 30 et qui est extrêmement peu dégradable et on utilise du coup la tourbe pour mettre dans les pots, pour faire des plants, etc. Voilà pour la caractérisation des matières organiques. Alors maintenant, je vous propose de euh, les classer. Et donc, si on regarde en bas à droite, on a affaire à des matières qui sont en réalité énergétiques. Elles contiennent beaucoup d'énergie, hein, le bois, le fumier de cheval, la paille, le foin. Si vous mettez le feu, ça réchauffe et c'est très riche en énergie. Lorsqu'on met ça dans le sol, on nourrit énormément la vie du sol, puisque c'est très énergétique. Si on prend le rond vert en bas à gauche, on a affaire à des matières, donc, comme je disais, qui sont plus riches en azote, qui se dégradent rapidement et qui finalement ont majoritairement une action de fertilisation. Quand on met ce genre de truc, on est plutôt dans la fertilisation. Ça n'empêchera pas que un peu de ces matières se transforment en humus de long terme, mais de manière générale, la propriété principale, c'est celle de la fertilisation. Et ensuite, on a les matières sulfureuses, les composts de manière générale, qui sont des matières qui sont finalement de stockage, qui vont rester longtemps dans le sol et qui vont avoir une action sur le sol en termes de fertilité physique, c'est-à-dire que ça ameublit les sols, ça aère les sols, ça allège les sols. On est sur une notion de stockage. Ce qu'il faut comprendre dans ce tableau, c'est que toutes ces matières qui sont de stockage, lorsqu'on les apporte au sol, il ne va pas y avoir d'interaction négative avec la fertilisation azotée. On a affaire à des matières qui sont finalement déjà dégradées presque complètement et qui, pour finir leur dégradation, ne va pas prélever d'azote dans le sol. C'est extrêmement important à avoir en tête au moment où on se décide des amendements qu'on met. Si on revient sur les amendements ration du sol en orange, eh bien là, on a affaire à des produits énergétiques qui, au cours de leur dégradation, grâce aux micro-organismes, vont fournir d'une part beaucoup d'énergie, mais le reliquat de cette dégradation va donner des produits qui seront des produits de stockage, hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces matières qui sont en orange, au fur et à mesure de leur dégradation, donneront un certain pourcentage d'humus, hein, qui est variable selon les matières choisies. Mais en tous les cas, il y aura fourniture d'énergie, il y aura même fourniture d'un peu de- d'éléments fertilisants pour les plantes, et le reste deviendra de l'humus. Gros inconvénients de ces matières. Alors, inconvénients, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut bien les connaître. L'inconvénient de ces matières, c'est que pour leur dégradation, les micro-organismes ont besoin de prélever de l'azote dans leur milieu, donc dans l'eau du sol, pour la dégradation. Et donc, ce prélèvement d'azote peut venir en concurrence avec les besoins de la culture qui sera en place après l'apport incorporé. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte absolument lorsqu'on utilise ces matières. À savoir que ces matières, en orange, euh, génèrent un humus de plus long terme et de meilleure qualité qui vient davantage de l'activité des champignons que de l'activité des bactéries. Pour avoir un sol qui s'améliore plus durablement, on a une préférence pour ces produits énergétiques avec un C sur N élevé et un ISMO relativement bas.
Voilà pour ça. Donc, c'est absolument important d'avoir ça en tête, puisque ça explique des difficultés qu'on peut avoir en culture en se disant, tiens, mon sol est de moins en moins stable en termes de structure, mais en fait, je n'ai jamais d'amendement, donc mon sol devient de plus en plus sensible aux pressions. Je mets trop de produits de ration du sol et je me retrouve avec des cultures qui ne poussent pas bien derrière parce qu'il y a des fins en azote que je n'ai pas compensé par les apports. Au niveau de l'apport des composts de déchets verts, des fumiers compostés, et bien là, on a des produits qui sont assez équilibrés, qui améliorent à la fois la structure tout en sans quelques éléments fertilisants. Dès lors qu'on parle de matière organique dans le sol, il y a un moment donné, on peut se poser la question de quel est l'idéal de matière organique. Alors, il y a un chercheur suisse, Pascal Boivin, qui a fait un travail pour considérer que, idéalement, dans bon nombre de sols, il y a un petit peu de controverse dans le monde de l'agronomie, mais globalement, prendre son taux d'argile, le diviser par 4, c'est égal au taux de matière organique souhaitable dans des terres maraîchères. Voilà. Alors, il y a des petites nuances et subtilités, mais globalement, on peut avoir ça en tête dès lors que le sol contient au moins 10% de matière organique, 10% d'argile, pardon, qui contient au moins 10% d'argile. S'il en contient moins, on considère que le plateau à 2% et demi de matière organique est le niveau souhaitable, minimum souhaitable. Il y a des stratégies. Donc là, le principe MSV de maraîchage sur sol vivant et souvent, pas toujours, mais souvent de se dire on peut faire des apports très massifs en apportant genre comme ici sur la slide 400 tonnes hectares de broyats de déchets verts non compostés qu'on apporte d'un coup et qui du coup un an et demi après l'apport, on se retrouve avec un pourcentage de matière organique qui a augmenté très fortement et comme ça on est tranquille pour un certain temps. L'autre stratégie, c'est des apports plus réguliers et qui font progresser ben, une courbe qui monte un petit peu plus régulièrement avec moins de bouleversements de la vie du sol puisque des apports plus modérés et plus réguliers. Euh, dans mon vécu de technicien conseil, moi j'aime bien la douceur, j'aime bien que les apports soient faits assez progressifs. Les gros apports massifs, dans ce que je vois, amènent souvent à des problèmes d'enherbement, de cloporte, de ratopier, ce genre de choses. Des choses que je vois souvent, pas toujours, hein, il y a même des cas où ça se passe très bien sans contre-indication, mais de manière générale, j'y vois quand même des inconvénients et donc des causes d'échec. Par exemple, ici, on est sur une culture de concombre, Perpignan, qui est faite sur andin de broyat de déchets verts, deuxième saison, on apporte 20 centimètres de hauteur sur un sol qui avait été préalablement travaillé. Quand on fait un profil du sol, on voit que la matière organique a déjà descendu de plus de 10 centimètres à l'intérieur du sol. Donc, on est en train d'améliorer le sol très fortement. Euh, Quelques problèmes de cloporte, quelques maladies, malgré tout, de maladies telluriques, de anthracnose dans notre cas, la nécessité de faire des corrections minérales. Il ne faut pas considérer, hein, dans ça c'est l'observation que nous autres techniciens de terrain ont fait, c'est que ces gros apports de matière organique ne règlent pas forcément la question du confort minéral pour les plantes. Là, c'est suivi avec des analyses de feuilles et on voit qu'il y a des petites corrections à faire régulièrement pour être au top du fonctionnement des plantes, au top de la photosynthèse. Cette matière organique, cette nourriture pour la vie du sol, donc on résume, le compost, on le met quand on veut, il n'y a pas de risque de fin en azote, on le laisse en surface ou on l'incorpore, il n'y a pas de contre-indication. Le broyat de déchets verts, si on l'incorpore pas, si on le laisse en surface,
Il n'y a pas de fin en azote où elle est faible, hein, elle est relativement négligeable. Si c'est incorporé au sol, attention au risque de fin en azote, la nécessité de surfertiliser, mais attention à la réglementation. Ça fonctionne bien si prévoit de faire une légumineuse juste derrière parce qu'elle va se débrouiller par elle-même avec l'azote. Ce genre d'apport que je conseille et que j'apprécie pour l'amélioration des structures de sol, de l'activité du sol, de la fertilité. J'aime bien que les apports soient laissés en surface un certain temps avant d'être incorporés. Donc, ça peut être laissé en surface en cours de culture pour être incorporé éventuellement à la fin de la culture en place. Voilà pour ce qui est de la fertilité. Euh, Peut-être y a-t-il des questions, Martin? Ouais, alors je regarde pour l'instant, pas de questions. Si vous voulez les poser, précipitez-vous sur le chat. Alors, ouais, donc pour l'instant, bah, pas de questions. Donc, bah, je t'invite à continuer. Voilà, voilà. Ben là, maintenant, je vais un petit peu énumérer, énumérer, évoquer des erreurs de choix culturaux, de méthodes culturelles qui conduisent à des échecs, ce qui n'est pas finalement bien tolérable dans le monde du maraîchage, compte tenu des marges, hein. C'est un peu comme le reste de l'agriculture. Il faut pas rater. Donc, je vais évoquer ce genre de choses en commençant, par exemple, sur la question de problèmes de planning dans le monde du maraîchage et quand j'en discute avec des homologues, et notamment pour les nouveaux installés dans le monde du maraîchage, c'est des erreurs majeures qui sont parfois commises, à savoir de planter trop tôt, de planter trop tard, euh, une culture et qui du coup se retrouve trop exposée au gel, au froid, à l'excès d'humidité, du coup avec des taux d'installation de plantes et finalement de rendement. Et qui dit problème dit en général des problèmes de qualité qui vont avec. Donc c'est quelque chose pour les maraîchers qui est vraiment à prendre en compte de manière toute particulière, c'est qu'il ne faut pas chercher à battre des records avec la question des plannings, de vouloir planter vraiment plus tôt que ses voisins, plus tôt que les références, sans prendre un maximum de précautions. C'est une prise de risque qui peut vous faire perdre votre temps et votre argent. Donc, restez classique dans vos itinéraires culturaux concernant les plannings. Soyez-y très attentifs. Dès lors qu'on parle de planning à date, dans le monde du maraîchage en particulier, on a des leviers pour piloter le climat. Essayer de rendre le climat plus favorable que ce qu'il est en extérieur. Sur la gauche, bah, vous voyez des couleurs de plastique. Donc, sachez que les différents plastiques utilisés en maraîchage, alors plastique ou pas plastique hein, d'ailleurs, hein, les couches de trucs qu'on met sur le sol auront un impact bien différent sur la thermicité. Et donc, selon les plastiques utilisés, la thermicité va être plus ou moins forte, voire nulle, voire négative. Si on prend le cas de la paille qu'on voit à droite ou du géochanvre, ce sont des paillages qui présentent un intérêt agronomique indiscutable. En revanche, ce sont des paillages qui anéantissent les espoirs de précocité complètement optimisés. Sur la gauche, on a des plastiques pour le coup, avec du plastique transparent, qui est celui qui chauffe plus. L'idée reçue, c'est pas du tout le noir. Le noir n'est pas très performant. Le plus performant, c'est le paillage transparent, plaqué sur la terre directement, plaqué sur de la terre et pas sur une couche végétale. J'ai fait des comparaisons. Ensuite, vous avez ce plastique vert qui est ici, si vous voulez la souris, qui est ce qu'on appelle
du plastique opaque thermique, c'est-à-dire qui laisse passer la chaleur, un tout petit peu moins que du transparent, mais la différence n'est pas très grande. Et l'avantage de ces plastiques colorés, c'est qu'ils gênent la croissance des mauvaises herbes au-dessous. Vous avez les plastiques marrons qui, selon les marques, selon les compositions, sont très très proches, hein. On appelle ça les verts, les marrons, les gris fumés aussi, les paillages opaques thermiques, donc qui gênent les mauvaises herbes et ils améliorent significativement les températures du sol, ce qui est très souhaitable pour les plantations en primeur en sortie d'hiver. En bas à gauche, vous avez du plastique blanc carrément, donc beaucoup utilisé en fraise, ici utilisé en salade pour les plantations très précoces ou très tardives sous abri dans le sud-est. Et puis, vous avez le plastique bâche tissée, hein, ce qu'on appelle les bâches hors sol, qui, elles, ont une thermicité qui est extrêmement faible, pour pas dire nulle, hein. Donc, selon les relevés de température, on est un petit peu mieux ou on est pareil qu'un sol nu. Ce sont des plastiques qui apportent des bienfaits pour limiter l'évaporation du sol, du sol ou pour gêner les mauvaises herbes, ou pour isoler la plante du sol pour limiter les résidus, ce genre de choses. En revanche, pour la thermicité, ce genre de plastique, c'est beaucoup utilisé, mais il faut savoir que lorsqu'on est dans un pari de précocité absolue, c'est pas le choix le plus opportun. Voilà, voilà pour les outils climatiques de paillage, donc posés sur le sol. Et ensuite, bien, dans le monde du maraîchage en particulier, on est gros consommateur de plastique, euh, pour le meilleur et pour le pire, hein. Donc, c'est un vrai sujet, c'est un sujet de société. En attendant, la maîtrise des plastiques agricoles est une nécessité lorsqu'on veut vraiment forcer le destin, arriver plus tôt que ce que aurait donné la nature sans plastique. Toute une technologie en termes de type de plastique, en termes d'épaisseur, de composition, de manière de dérouler, de manière d'aérer, et même de manière de blanchir. Là, comme je montre là, on est sur des tests de blanchiment de plastique au moment où il fait chaud. On a besoin de ces plastiques pour lutter contre le parasitisme aérien, mais on ne veut pas de la chaleur. Et donc, il y a des tests qui vont dans ce sens-là pour essayer d'améliorer encore la performance des cultures. Ici, on est sur un cas tout particulier et fréquent d'erreurs au niveau du pilotage avec des choix de plastique parfois inopportuns. Donc, il est très important de bien se renseigner, de s'y connaître sur les choix de plastique pour pas regretter une courgette qui gèle parce qu'on l'a plantée le 15 février dehors avec un plastique insuffisant. Bon, il y a des choses à savoir pour mettre le plastique le plus adapté au bon moment. Dès lors, toujours, hein, que je dis, je ne suis pas en train de défendre les plastiques, hein, mais d'expliquer leur fonctionnement. À utiliser du plastique, puisque ça a un impact fort sur la planète, autant les utiliser très bien, les exploiter au maximum. Deuxième erreur majeure et très, très, très fréquente, c'est de planter des variétés que j'appelle, passez-moi l'expression, à la con, euh, des, euh, des variétés plutôt anciennes qui ont été largement remplacées dans le monde des maraîchers de taille plus développée pour cause de manque de performance. Et donc, le parasitisme évolue, le parasitisme est de plus en plus agressif et les variétés, elles suivent le mouvement. Alors, on peut avoir un débat sur pourquoi le parasitisme est plus développé, tout ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, et j'adhère à pas mal de théories qui disent que c'est notre faute, évidemment, mais en attendant, il faut faire avec, et l'amélioration des plantes faite par les semenciers ou parfois par des gens en individuel est une nécessité pour suivre le mouvement et continuer à
produire dans des bonnes conditions de rendement et de qualité. Euh, c'est un point qui est absolument crucial. Dans le maraîchage, il faut, on a un tas de références sur les variétés qui sont les meilleures ou les variétés à éviter. Euh, il y a toujours une notion d'appréciation de qu'est-ce qu'une bonne variété, qu'est-ce qu'une mauvaise variété. Donc ça, je l'entends complètement, hein. Pourquoi pas faire une tomate qui va produire 2 fois moins si elle est bien meilleure et qu'on arrive à la vendre 2 fois plus cher. La survie du maraîcher est souvent en jeu et donc dans les choix, il faut y faire très très attention pour le maintien économique des exploitations. Je vois souvent des cultures entières qui sont finalement quasiment pas récoltées parce que c'était une variété totalement inadaptée. Donc, attention, c'est un critère absolument majeur. On s'éloigne un tout petit peu de la fertilité, mais on ne s'éloigne pas de ma définition de la fertilité qui est il faut que ça pousse bien. Et quand ce n'est pas une bonne variété, on va très vite vers des soucis. Moi-même, je surveille des melons et des salades qui sont mes deux légumes de produits de spécialité et les différences de performance d'une variété à l'autre, de performance qualitative euh, ou de rendement, ou les deux à la fois, ou de résistance aux maladies, euh, est absolument considérable. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. La question de l'herbe, qui est un gros sujet dans le monde de la production végétale en général, euh, sur la partie légumière, l'herbe fait une concurrence qui peut carrément anéantir des cultures. Hein, en grande culture, s'il y a de l'herbe dans du blé, on perd du rendement, on salit ses terres, etc. Mais on ramasse quand même. Sur des cultures légumières qui est complètement dépassées par l'enherbement, on en arrive vite à des pertes de culture. Donc, ce que je vois de manière générale à travailler avec des maraîchers depuis très longtemps, les gens qui sont sur une politique de l'enherbement zéro, hein, par des binages réguliers, par différentes pratiques agronomiques, sont les meilleurs maraîchers et ils ne perdent rien. Euh, On a de l'herbe, en fait, on a une exponentielle, c'est que quand on a de l'herbe, on en aura de plus en plus, puisque les graines d'herbe, ben, elles sont en quantité et les terrains se salissent très très vite. Dans le maraîchage en particulier, on produit des cultures qui sont, enfin, des plantes qui sont finalement très salissantes, qui, qui laissent l'opportunité à l'herbe de pousser, liée à nos systèmes de culture. Le maraîchage a une tendance à salir les terres. Donc, la politique zéro herbe dans les cultures légumières est un effort. C'est facile à dire, hein, mais est un effort nécessaire pour pas être débordé d'année en année. Point suivant, qui revient régulièrement concernant les difficultés, le manque de performance des cultures légumières, c'est des fertilisations qui sont inadaptées. Alors, je mets en premier lieu à cause des broyats végétaux lorsque la fin en azote n'est pas gérée. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Les broyats végétaux non compostés et incorporés qui font une fin en azote qui a été évaluée à 1,2 kg d'azote par mètre cube incorporé. Donc, c'est des doses qui sont assez importantes d'azote qui sera mobilisée. Donc, attention sur ce point. Peut-être Ensuite, à oui, ce stade-là, la densité du BRF, je crois que c'est 0,5, quelque chose comme ça. Donc, on non, non, peut. ouais, c'est plutôt 0,28. C'est OK. léger le BRF. Et donc, quand on dit 1,2 kg par mètre cube, ça correspond à la tonne, grosso modo, à 4 ou 5 kilos d'azote à la tonne. Donc, si on fait nos 400 tonnes, on part 4 fois, on part sur 1600 unités d'azote en fin d'azote pour démarrer, quoi.
Voilà, donc là on part en fer d'azote. Alors l'exemple que tu donnes est un cas extrême où on a l'impression qu'il y a de l'azote qui, au fil de la fin d'azote générée par toute cette matière, on pense qu'il y a une fixation d'azote atmosphérique qui rentre en compte et qui fait que la fin en azote finit par disparaître alors qu'on n'a pas apporté d'azote. Mais ça prend du temps. Et selon les situations que j'ai vues, le plus court, ça a été 3 mois, le plus long, ça a été 1 an et demi, sans complètement comprendre de manière fiable et droit dans ses bottes est-ce que ça va prendre 3 mois ou est-ce que ça va prendre 1 an et demi. Voilà. Ce qui fait que ces gros apports posent un problème pour la culture d'après, clairement. Voilà, voilà. Et alors, parfois, il y a des erreurs tout simplement en se disant, ben, mon sol est organique, il va y avoir des minéralisations qui vont arriver, mais sur des cultures de sortie d'hiver, la minéralisation qui n'a pas commencé, et des plantes qui peuvent avoir faim en azote. Je parle beaucoup de l'azote parce que c'est le grand facteur limitant, il y a pas que ça hein, pour nourrir les plantes, mais c'est en termes d'alimentation minérale, c'est le principal. Et donc, bah, des erreurs de ce point-là. Et ensuite, bon, je montre le NitraCheck. Bon, un NitraCheck, ça coûte de 200 euros, peut-être un petit peu plus. C'est un outil qui permet en un quart d'heure de connaître la quantité de nitrate qu'il y a dans le sol. Alors certes, les plantes ne mangent pas l'azote que sous la forme nitrique, mais ça donne une indication qui est extrêmement bonne pour voir si le sol et la concentration en azote est globalement dans les clous pour que la culture pousse normalement. Donc ça, moi, je le pratique quasi quotidiennement pour vérifier les bons conforts en azote. C'est extrêmement important. Ah, ah, toujours alors, je t'entends encore une petite question sur l'Itrachec que d'ailleurs, on voit pas, mais je viens d'en recevoir un aujourd'hui par la poste. Enfin, pas aujourd'hui, il n'y a pas la poste, mais il y a quelques jours. Euh, donc, je fertilise ou pas, bah, je demande à mon sol et mon sol me dit s'il y a de la nourriture rapide d'accès, donc les nitrates. Donc, je vous confirme, l'Intrachec, ça coûte entre 200 et 300 euros. Vous pouvez le commander sur Internet très facilement, vous le recevez très facilement. Peut-être un mot, Xavier, sur le protocole. Combien de coups de tarière tu fais? À quelle profondeur? Est-ce qu'il faut avoir... c'est un test bandelette, donc tu fais une dilution avec de l'eau déminéralisée. L'eau déminéralisée, c'est de l'eau de faire passer. Voilà, comment tu fais en quelques mots? Alors, une quinzaine de trous où je prends un soin particulier à bien prélever la terre de 0 à 30 cm de profondeur. Et donc là, moi, j'utilise une tarière Edelman, hein, celle qui fait 18 cm de long, et donc je fais un premier trou, puis un trou dans le trou, de manière à arriver à 30 cm de profondeur. Et ça, je le répète 15 fois, parce que c'est ce qu'a donné la statistique par des mathématiciens qui, pour avoir quelque chose, un renseignement significatif sur la concentration en azote, il faut faire une quinzaine de trous. Donc, j'utilise un seau à vendange pour collecter toute cette terre et après, je la remue longuement avant d'en isoler environ 100 grammes que je pèse et je rajoute à cette quantité de terre le même poids en eau déminéralisée ou eau de pluie. Et on touille, on fait une contrefiltration, c'est-à-dire qu'on prend du papier à café, hein, le Melita 4 marche très très bien dans un mug pour avoir ce genre de point de repère. Et donc, une fois avoir produit cette boue, eh ben, on enfonce le filtre à café dans cette boue par le dessus. Et donc, il y a de l'eau claire qui va traverser le filtre pour remplir un petit peu le filtre. Et c'est là qu'on sort son nitrate check, si on est équipé, sinon on fait sans, mais c'est mieux avec, et où on calibre la bandelette. Ça, c'est bien détaillé dans le manuel du nitrate check. On calibre la bandelette, on trempe la bandelette dans le jus et on met
la bandelette dans l'appareil et au bout de 60 secondes, on a une information. On a un chiffre qui est donné par l'appareil et ce chiffre, il faut lui appliquer un coefficient multiplicateur en moyenne de 1,3, mais ça aussi c'est bien expliqué lorsqu'on achète l'appareil. Selon le type de terre et son humidité, le coefficient va de 0,8 à 2,2. Mais il ne faut pas considérer ça comme quelque chose de compliqué. Dès qu'on l'a vu deux fois, on a compris comment ça marche selon son type de sol. Voilà. Et donc, en gros, on va se dire que quand on est à moins de 50 unités d'azote nitrique disponibles, on peut considérer que la plante a du mal à trouver l'azote dont elle a besoin en instantané. Et donc, il y a matière à réflexion pour faire des apports complémentaires. Voilà comment ça marche. Une précision, quand vous faites vos prélèvements azotés, bien sûr, prélevez votre air et mesurez-la assez rapidement. Si vous la laissez une dizaine de jours dans le sac avant de la ressortir, ben là, vous allez avoir une valeur faussée parce que ça sera minéralisé dans le sachet, quoi. C'est ça. Il faut que ça soit fait dans la journée. Voilà. Il faut que ça soit fait dans la journée. Ensuite, dans la question de la fertilisation, des erreurs que je vois, mais alors de fréquence phénoménale, notamment chez les jeunes petits maraîchers, c'est des sous-dosages liés à ce que j'appelle l'effet largeur du paillage. Il y a une incompréhension euh, de certains pour la question de combien la culture va consommer. Et certaines personnes euh, font l'erreur de se dire, ben moi, de toute façon, je prends l'exemple d'une courgette, par exemple, le paillage plastique que j'ai mis pour ma courgette, eh bien, ou bien je considère que ma courgette fera 1 mètre de large, et donc, la fertilisation, je la mets pour 1 mètre de large et je ne fais pas ma fertilisation telle qu'elle est préconisée à l'hectare, mais je ramène à la surface que je crois que ma courgette va occuper. Excellent moyen pour sous-doser sa fertilisation d'un rapport 1 à 2. Et donc, c'est des choses que je vois souvent. Il faut bien avoir en tête, dans la question de la fertilisation, toutes les normes qu'on voit dans l'excellent manuel de l'ITAB, par exemple, qui donne globalement les besoins des cultures. Si on dit que une courgette a besoin de 150 kg d'azote pour produire 4 kg au mètre carré, eh bien, ça tient compte de la surface du passe-pied aussi. Même si vous souhaitez, et c'est une bonne chose, de mettre l'engrais en localisé sous la future ligne de plantation, il faut considérer que la dose d'engrais préconisée de manière générale, c'est passe-pied inclus, et ça n'est pas que les lignes de culture. Faites-y très attention. C'est une source d'erreur. Et donc, posez la question à votre technicien sur la dose qu'il faut mettre réellement. Si vous voulez la mettre en localisé, ce que je conseille de manière générale, eh bien, il faut compter au mètre linéaire. Il faut faire des petits calculs de règle de 3 pour ne pas se tromper. En bas à gauche, une photo un peu spectaculaire pour les gens qui connaissent les melons. Une carence en molybdène. Hein, le melon y est sensible et là, on a une carence qui est tellement forte que si elle n'est pas corrigée, la plante ne poussera plus et elle produira aucun melon. Voilà. Donc, l'observation ici, simplement en visuel, on voit bien que la carence est absolument catastrophique. C'est un cas extrême. Le cas le plus fréquent de carence chez le maraîcher, ben, ça va être avec la chlorosphérique de la fraise, hein, c'est ce qui revient le plus souvent, avec un jaunissement du limbe, sauf des nervures. Voilà, c'est des choses qui sont à observer et à réagir très très rapidement. Lorsqu'on a une carence très spectaculaire comme celle-là et qui a été confirmée par des photos il faut une réaction extrêmement rapide, puisque tant que la plante elle est dans cet état-là, elle s'arrête de pousser, elle dépense toute son énergie à essayer de solubiliser de l'engrais dans le sol, et l'arrêt de croissance et la perte de rendement est absolument considérable, pour pas dire total.
Voilà pour ça. Alors, une chose que je vois comme extrêmement importante dans les systèmes de culture chez les maraîchers, c'est la capacité à remettre de l'engrais en cours de route si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Parce que l'erreur est tout à fait envisageable, parce qu'on travaille avec du vivant. On peut se dire, d'habitude, ça passe avec cette dose-là, donc ben, je mets cette dose-là, et c'est tout à fait normal. Et si on se retrouve avec une carence en cours de route, est-ce qu'on est en capacité, avec son système de quand je dis système de culture, c'est est-ce qu'on est sur des cultures en ligne, est-ce qu'on est en goutte à goutte, en aspersion, comment on apporte l'engrais, est-ce qu'il y a un paillage plastique ou organique. Tout ça fait que selon vos choix, vous pourrez remettre de l'engrais en cours de route ou pas facilement. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. On peut souvent, dans des sols bien organiques, se faire des impasses ou faire de la petite dose en se disant, je réagirai en cours de route si, s'il y a besoin et je le verrai sur la culture. Mais ça, c'est à condition d'être en capacité de le faire. Et donc, quand on est sur des cultures paillées, il faut vraiment espérer être avec du goutte à goutte pour pouvoir injecter l'engrais organique ou chimique selon votre cahier des charges dans le goutte à goutte. Sachant que les engrais bio euh, solubles pour passer dans le goutte à goutte, en particulier la vinasse de betterave et non pas la mélasse, attention, hein, mais bien la vinasse de betterave est un excellent produit organique qui passe dans le goutte à goutte et qui permet de faire des corrections lorsque nécessaire. Voilà, voilà, c'est ce qu'on appelle la fertilisation de rattrapage. Maintenant, rapidement, la question phytosanitaire. Les plantes ont des ennemis. Nous humains, on a choisi des plantes à consommer, etc., qui ne sont pas forcément en adéquation avec la nature, et donc elles peuvent attraper des maladies. Alors certes, si on a mise en place d'un bon nombre de mesures prophylactiques pour limiter la pression parasitaire, eh bien, il y en aura moins. Mais de là à dire qu'il n'y en aura pas du tout, c'est un pari que je ne ferai pas, puisque tout dépend des conditions de milieu de manière générale. Hein. Donc la prophylaxie, la conduite climatique, la fertilisation, les applications foliaires. Alors quand je parle d'applications foliaires, c'est extrêmement large. Hein. Ça va du produit phytosanitaire pur, aux produits phytosanitaires un peu légers, jusqu'au thé de compost, extraits de plantes, etc., les voiles anti-insectes, et ça de manière générale. Ça peut ne pas suffire et il y a la technique du laisser-faire hein, d'un certain nombre d'agriculteurs, et je ne le dis pas de manière critique évidemment, mais la technique du laisser-faire en termes de fiabilité de la réussite de la culture eh bien, sera naturellement plus faible. Donc, une attention particulière. J'ai pas mis le choix variétal, mais le choix variétal joue également dans la résistance au parasitisme, la résistance ou au moins la tolérance, mais pas à tous les parasites. Donc, il faut une attention particulière sur la question phytosanitaire en maraîchage comme dans les autres cultures de production végétale. La gestion de l'irrigation, évidemment, on est sur un gros facteur limitant de la production végétale et donc il faut être extrêmement pragmatique. Une simple tarière, une fourche bêche, quoi, on regarde, on touche la terre en bon jardinier et on voit si le niveau d'humidité est suffisant pour la culture. Si on parle spécifiquement des légumes, on va dire que tous les légumes, peu d'exceptions près, sont ce qu'on appelle hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils sont très exigeants en eau pour exprimer pleinement leur potentiel. Et du coup, ça se regarde de manière pragmatique et empirique.
Et ça peut se regarder aussi avec un petit peu plus de calcul, sans parler de technologie. Alors, le tensiomètre, c'est le top hein, là-dessus, ou la sonde capacitive, ce genre de choses. Et puis, il y a des calculs qui viennent en renfort de ce genre de choses. La notion de TP, de coefficient culturel, qui donne une évaluation de ce que consomme une culture en fonction du temps qu'il fait. Donc, il est fréquent, en particulier sur tomates, qui exprime la soif par le puits noir hein, sur les fruits, la nécrose apicale. Eh bien, quand ça arrive, alors il y a des variétés qui sont plus sensibles. Hein. Parmi les variétés anciennes, il y a des variétés où ce que je vais dire n'est pas complètement juste. Mais pour la majorité, la soif en tomate provoque le cuit noir, la nécrose apicale, et ça, on a affaire à des erreurs d'irrigation par sous-irrigation. Donc j'aime bien l'utilisation du principe de l'ETP et du coefficient culturel, non pas pour passer son temps à calculer, mais pour pouvoir dire à un maraîcher qui a des légumes ratatouille sous abri en été, par beau temps, la consommation elle est de 30 millimètres par semaine. Si vous ne les mettez pas, soit c'est parce que vous avez un sol qui est encore très humide grâce à des remontées d'eau capillaires hivernales, soit vous êtes en train d'assécher complètement votre sol, vous ne l'avez pas encore remarqué, mais ça ne va pas tarder à être la catastrophe. Et donc, d'avoir des notions de consommation de sa culture aide à savoir si on est à peu près dans les clous ou si on s'en éloigne énormément. Est-ce qu'il y a des questions, Martin? Oui, il y a une question. Alors moi, j'en ai aussi à te poser en plus, hein. C'était pour tout ce qui est enfouissement dans le sol des matières organiques et des engrais verts. Est-ce que tu préconisais plutôt des outils à dents ou des outils rotatifs? Concernant le maraîchage et les cultures légumières de plein champ, ma préférence va au rotavator. Donc, outil rotatif, scalpeur rotatif. Alors, c'est un outil agressif, mais quand on le passe à faible profondeur, ça me semble être un moindre mal. Ça permet de déraciner le couvert ou la culture qu'on est en train de détruire et d'incorporer en même temps tout en nivelant le sol pour la culture d'après. J'ai une grande préférence dans le monde du légume pour le rotavator équipé d'un rouleau à l'arrière de manière à gérer très précisément la profondeur de travail. Ok. Question suivante la question que je me posais. Enfin, non, j'ai la réponse, mais ça peut intéresser des gens. J'ai une carence en molybdène, en zinc. Enfin, tu vois, on peut avoir des carences ponctuelles sur des légumes. Mais comment je fais si je suis en bio? Est-ce que j'ai le droit de les passer? Quelle forme? Euh, La réponse est oui, on a le droit de les passer. L'efficacité instantanée est meilleure en foliaire qu'en racinaire. En racinaire, ça fonctionne aussi, on doit surdoser par rapport à la dose foliaire, évidemment. Avec les engrais foliaires oligo-éléments, on respecte scrupuleusement les doses écrites sur les sacs parce qu'avec les oligo-éléments, on passe vite de la carence à l'excès qui peut être toxique. Donc, il faut être très attentif à ça. Lorsqu'on a une carence, telle que je l'ai montré tout à l'heure, une carence qui est très visible, c'est pas avec un petit engrais foliaire généraliste qui contient un peu tous les oligoéléments qu'on arrive à corriger. Pas que ces produits généralistes soient mauvais, bien loin de là. Simplement, lorsqu'on a une carence qui est très avérée sur un élément en particulier, il faut une correction avec des doses qui soient réellement à la hauteur du problème. Faut y faire attention. Là, dans le cas de la carence en molybdène, qui a été découverte la semaine dernière dans mon secteur, on a acheté du molybdate d'ammonium qu'on a passé à 1 kilo hectare par goutte à goutte parce qu'on ne peut pas le faire en foliaire pour des raisons de couverture de culture avec du plastique.
Et là, donc, on n'a pas utilisé un engrais foliaire bateau du commerce qui contient tous les oligo-éléments, mais on a vraiment tapé fort avec celui qui nous pose problème. Et pour répondre à ta question, oui, à ma connaissance, les engrais foliaires euh, oligo-éléments sont passables en bio. Il faut le vérifier auprès de son fournisseur, mais à ma connaissance, j'ai jamais eu d'objection de ce côté. Ok. Ensuite, j'ai une question dans le chat qui parle de tout ton système avec les sondes capacitives. Alors là-dessus, avant ça, est-ce que tu peux nous rappeler le prix? Aussi, pour rappel, il y a une vidéo que Xavier a fait sur Vers de Terre Production où il en explique le fonctionnement. Et est-ce que ces sondes capacitives, donc leur profondeur, laquelle tu les enfonces, va être fonction de la culture, j'imagine, parce que là, on me demande, euh, pour la vigne, comment on fait, sachant que la vigne va chercher la flotte beaucoup plus profond. Ouais. Donc, il faut regarder quelles sont les références en termes de profondeur pour la vigne, parce que je ne l'ai pas en tête, je vais dire une bêtise. Et donc, pour les cultures pérennes, à ma connaissance, les sondes capacitives qui coûtent plus de 1000 euros plus un abonnement chaque année pour l'interface graphique. Donc, ça coûte, mais une vigne, s'il y a des grandes surfaces et une seule sonde, ça peut être parfaitement justifié. La sonde capacitive, c'est la sonde la plus performante pour mesurer l'humidité du sol, à condition toutefois qu'elle soit bien placée, hein, qu'elle soit bien posée. Et donc, c'est le produit le plus performant et le plus cher. Euh, il y a une interface graphique, donc il n'y a pas besoin d'aller voir sa sonde pour avoir les infos. On les a sur le téléphone ou sur l'ordinateur avec des courbes, etc. Donc, c'est tout à fait intéressant. Ensuite, donc, bon, la profondeur à voir pour cette culture en particulier. Pour les légumes, moi, j'ai l'habitude de les planter à 30 centimètres de profondeur, 30-35 centimètres pour de la tensiomètre que j'utilise bien davantage que la sonde capacitive. Une capacitive est chère, performante mais chère. Moi, je préfère des tensiomètres les moins chers, ce sont des tensiomètres à eau qui mesurent les forces de succion et qui coûtent un petit peu moins de 100 euros et qu'on pose très facilement et qu'on peut passer d'une culture à l'autre en cours de saison. C'est pas un outil qu'on peut déplacer pour aller voir, tiens, je prends mon tensio, je vais le planter à tel endroit pour savoir s'il faut arroser. Non, pas du tout. C'est pas fait pour être déplacé de culture en culture comme ça au cours d'une journée. Par contre, une culture, quand elle est terminée ou presque terminée, on prend son tension, on va le planter dans une jeune culture suivante et ça fonctionne bien comme ça. Et donc, les profondeurs en maraîchage, on va dire que la pertinence, elle est entre 20 et 40-45, avec une moyenne à 30 qui fonctionne dans bon nombre de situations. Ok, super. J'ai une question où on me demande qu'est-ce que tu penses, pardon, des apports d'acides aminés de poisson? Alors, de manière générale, euh, il y a un a priori qui est extrêmement positif sur les acides aminés. Puiser de l'énergie, hein, en tout cas, c'est ce que nous dit l'agronomie, et donc ça a une tendance à permettre à la plante de mieux se nourrir et de mieux se défendre contre le parasitisme. Donc, là, moi, quand on parle de trucs de poisson, je pense à Angibault, hein. Il y a une boîte qui est à côté de chez moi, à Sec, qui fait de l'engrais, les engrais Angibault. Les maraîchers qui utilisent de l'Angibault, ils sont contents et ils se disent ont une différence. Donc, il y a un a priori qui est très positif. Au-delà, je pense que le mieux, c'est une réponse plus large en se disant que parmi les biostimulants de manière générale, dès lors qu'on parle d'acide aminé, d'acide humique, d'acide fulvique, euh, protéines hydrolysées, tout ça, ça va dans le bon sens pour aider les plantes encore plus que ce qu'elles sont capables de faire dans leur milieu naturel. Ça reste pour moi une couche de vernis dans le processus général de la fertilité. Je suis très attentif aux maraîchers qui sont très regardants sur ce genre de choses, mais qui, par ailleurs, euh, sont pas complètement au top avec leur fertilité telle que je l'ai décrite tout à l'heure.
Donc, je pense qu'il y a un ordre à suivre pour réussir ces cultures, hein, respect de la fertilité, bon choix variétal, bonne irrigation, bon planning, bon phytosanitaire. Et quand tout ça c'est maîtrisé, eh bien les apports qu'on fait sur les feuilles ou par goutte à goutte avec ces différents produits, ça va de soi et ça montre son efficacité. C'est très clair. Donc des plantes qui mangent beaucoup de nitrates, qui potentiellement mangent des acides aminés. Là-dessus, j'ai un petit complément qui peut intéresser les maraîchers, qui vient plutôt du monde des grandes cultures. C'est ce qu'on appelle le N-tester. Le N-tester, c'est un outil développé par Yara. En fait, c'est une pince, on pince la feuille, et on pince 30 feuilles, et on a un score de nutrition azotée, où en fait, ça mesure la chlorophylle, et derrière, ça vous dit si votre plante manque ou pas d'azote. Euh, il y a des OAD qui ont été faits pour les grandes cultures pour préconiser une fumure azotée en grande culture. Donc, ça ne marche pas en maraîchage. Par contre, voilà, vous avez un légume, vous détruisez tôt ou tard votre engrais vert, vous apportez un engrais azoté, je ne sais pas. Donc, sur différentes modalités, vous pincez les feuilles et derrière, vous allez avoir un score entre 0 et 1000 d'indice de nutrition azotée et vous allez voir si la plante, elle en manque ou pas. Pour vous procurer cet outil, en fait, vous avez tout simplement à aller sur le site ATFarm, ATFARM. Et en fait, il se trouve que actuellement, et visiblement pour cette année, donc là on est le 9 mai 2024, cet outil, le N-Tester de Yara, il est gratuit. Donc vous le prenez et vous le commandez. Profitez-en parce que normalement c'est 300 euros par an. En ce moment, Yara, vous mettez votre mail et votre adresse et il vous en envoie un par la poste sans que vous ayez à mettre votre carte de crédit. Donc c'est un OAD euh, supplémentaire et potentiellement intéressant. Je regarde juste s'il y avait d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Xavier, c'est à toi. Voilà, donc je continue et je finis avec quelques itinéraires culturaux qui ont été mis en place dans mon coin sur mes cultures principales en suivi. Là, une première slide pour montrer que grâce au paillage, alors là, il est plastique, mais il pourrait être organique, on a une très bonne préservation de la structure de sol dessous. Le paillage fait protection physique pour limiter les compactions. Dans ces deux cas, il y a eu une culture qui a été broyée, parce que terminée, et on profite de la présence du goutte à goutte et donc du paillage de surface pour remettre en place une autre culture. Euh, on fait ça jusqu'à deux cultures de suite, enfin trois cultures de suite avec le même paillage et le même goutte à goutte. Et on n'a qu'à injecter de l'engrais dans le goutte à goutte, en bio ou en conventionnel. Système qui marche bien. Alors, à chaque fois, c'est contrôle de la porosité à la fourche-bêche et une fertilisation adaptée, puisqu'on imagine bien que il n'y a pas de solution pour refaire des apports avec des granulés pour les cultures dans ce genre de situation. Ce que ça montre là, pour moi, technicien de développement en légumes, c'est que ça permet de montrer aux agriculteurs que le travail de sol n'est pas systématiquement indispensable, puisque là, on ne travaille pas les sols et malgré tout, ils font une culture derrière qui se passe très très bien. Et donc, c'est un bon moyen qui est un petit peu pédagogique, en fait, pour montrer à l'agriculteur que ce qui compte, c'est pas le travail du sol, c'est l'état de la porosité du sol. Et que s'il y a besoin d'un travail du sol, ben, on le fait. Mais que si le sol il est bien souple, eh bien, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et on peut repartir sur une culture suivante sans toucher. Voilà. Ça, doublement intéressant et ça fait aussi énormément d'économies. Là, le champ de droite, là, l'agriculteur, il replante 30 hectares de melons par an. En deuxième tour, après un premier tour de melon réalisé dans le premier semestre. Et à gauche, un producteur qui fait entre deux et trois courgettes en suivant, avant d'aller les faire ailleurs l'année suivante pour des raisons de rotation. Mais en attendant, on voit dans toutes les situations que ça fonctionne bien sur des systèmes maraîchers.
Voilà, ici, j'ai un producteur qui doit faire une trentaine d'hectares de salade derrière sa culture de melon. Donc, c'est le paillage transparent qui avait servi pour le melon. Le melon a été broyé avec un broyeur qui jette les résidus de melon sur les côtés, puis plantation de salade manuelle, arrosée avec le tuyau du goutte à goutte et des résultats qui sont très bons, des résultats économiques qui sont avantageux puisque il n'y a pas de travail supplémentaire de mise en place du système puisqu'il a déjà été amorti par la première culture. Ici, beaucoup plus audacieux est réalisé il y a 7 8 ans ou un peu plus. J'avais fait un tunnel d'engrais vert, positionnement de goutte à goutte. Donc, c'est les gouttes à goutte qu'on voit. Fertilisation localisée jetée sur la ligne de goutte à goutte. Donc, c'est un engrais vert d'automne. Et là, on est mars, si je me souviens bien. Pose du plastique directement là-dedans et plantation. Ça pousse bien, pousse très bien, pas de problème. La croissance un petit peu plus lente au démarrage et après qui rattrape bien. Système qui n'a pour autant pas été retenu par l'agriculteur qui avait et qui a toujours, mais maintenant notre truc est au point, l'intention de réussir et donc il m'a laissé faire des essais pour des années chez lui, mais avec un système qu'il fallait qui lui convienne. Les temps de travaux à la plantation étaient trop. Et donc il a dit revois ta copie, ça pousse bien, mais il y a un peu de perte de précocité et les temps de travaux de plantation, c'est trop bon. On va faire mieux. Voilà. Donc, on a fait mieux après, je vais vous le montrer. Ensuite, ici, c'est peut-être le premier essai que j'ai fait en mode non-travail de sol, un sorgho qui avait été tué. Alors, excusez-moi les trucs, je l'ai tué au glypho à l'époque, donc ça fait très longtemps, volontairement. Je voulais voir si la salade pousse bien et je voulais pas me saoulé avec des repousses du couvert végétal. Donc j'avais fait ça comme ça à l'époque, pas pour le développer, simplement pour voir comment pousser la salade. Après un coup de broyeur et des dents qui viennent juste gratouiller en surface pour savoir à quel endroit planter les salades. Hein. Donc là, c'est juste pour une question de localisation. Plantation des salades, suivi de l'irrigation, fertilisation suivie au nitrate sec, 40 unités d'azote apportées seulement, malgré toute la consommation du sorgho, et une culture de salade. Donc ça, c'est mon premier coup, ça, pour me dire, bah oui, en fait, alors que c'est des terrains très peu favorables, hein, qui se referment vite, qui durcissent, qui sont très battants, réussite d'une culture de salade sans problème, voilà, dans la région de Montpellier. Donc, depuis, promis, j'ai plus mis de glypho, on s'est organisé. Et là, c'était une façon de tester. Ce qu'on a beaucoup maintenant de développer dans le sud-est, c'est des melons qui sont faits après un engrais vert, donc le vert multi-espèces, dominante vesse, et puis après d'autres plantes, hein, comme ici, dont du radis fourragé, qui est soit broyé, soit pâturé. Donc le pâturage se développe beaucoup dans le sud-est. Donc là, on fait du pâturage mettant beaucoup d'animaux sur une faible surface et ça racle jusque dans les cailloux. Voilà, voilà. Donc beaucoup de bébêtes. Et ensuite, on passe avec cet outil qui sert de streptile. Donc, c'est ça mon streptile, en fait. C'est deux dents Michel alignées l'une derrière l'autre, une qui éclate à gauche, une qui éclate à droite, et on essaye de rouler un peu vite pour faire des sortes de décompaction, assouplissement du sol de manière très localisée. Fertilisation localisée et incorporation avec un scalper mulcher rotatif. Voilà. Là, chez qui on a mis tout ça au point en quelques années, et il y a une vidéo sur Vers de Terre qui nous fait ça, eh bien, c'est équipé en 6 mètres parce qu'il fait pas mal de cultures, de melons et de tomates d'industrie. On obtient ce résultat-là à l'incorporation du couvert végétal. Ici, la photo, il n'y a pas le couvert, c'était
le jour du test de la machine quand on est arrivé. Puis, dans le cas du melon, déroulage du paillage plastique du goutte à goutte pour des cultures qui sont à plat et qui ne sont pas faites sur but. Et puis ensuite, des cultures qui poussent tout à fait normalement. Donc, ce qui change dans cette méthode, c'est qu'on travaille le sol en profondeur de manière ultra localisée grâce au GPS qui équipe les tracteurs, de la terre fine faite par l'espèce de rotavator qui gratte à moins de 10 centimètres de profondeur. Et puis après, on retrouve nos points de repère habituels où on fait les cultures avec les systèmes habituels. Contrôle de l'irrigation, extrêmement important dans ces systèmes. Et on s'aperçoit que partout où on est passé sur des systèmes un peu innovants avec réduction forte de travail du sol, autant en melon qu'en salade, on réduit le besoin en arrosage. Voilà, c'est l'ordre de grandeur, c'est 25-30% d'eau en moins pour faire les cultures. Voilà. Donc, là, c'est un producteur très très important qui en fait beaucoup et qui non seulement est sur une réduction forte de travail du sol, mais qui fait deux melons coup sur coup sur une partie de son exploitation. Donc, ça montre que la terre qui n'a pas été travaillée en profondeur sur tout le profil, etc., s'en porte pas plus mal. Et les cultures qui poussent dans ces conditions demandent moins d'eau et poussent tout aussi bien. Les rendements de l'agriculteur n'ont pas baissé, ils ont même légèrement augmenté depuis 2 ans où on est sur ce site. Et ça, c'est bien appétissant. Autre système, et je crois que ce sera un petit peu la fin. Là, je mets au point un truc qui est en fait bien connu des maraîchers MSV proprement dit. C'est un sorgho broyé. Là, on est au troisième broyage. Le troisième broyage, il est fin. C'est un sorgho qui a poussé en juillet-août. Et là, on est début septembre. Et on humidifie le sol après ce broyage fin et on pose une bâche qui sert de bâche d'occultation. Ici, c'est un paillage plastique qui servira au melon de l'année prochaine. Et donc, ce plastique, il est micro-perforé, il occulte. Et donc, le sorgho qui a été tondu à ras, il crève parce qu'il se retrouve dans le noir et il est en train de se dégrader rapidement. Hein. Les fétus de sorgho se dégradent rapidement puisqu'il est dans le noir et dans l'humidité, tout en étant dans la chaleur sous le tunnel pendant 6 semaines. Au bout de 6 semaines, on passe, donc ça c'était ma première année avec ma première idée, un rouleau perceur pour ensuite planter les salades. Bon système qui marche bien avec un comportement d'irrigation tout à fait intéressant dans le contexte abri, c'est un arrosage à la plantation, pas d'arrosage en cours de culture. Et là, on est sur la fin de la culture, intentiomètre 80 et la plante, 80, ça veut dire très sec, hein, et la plante qui se débrouille toujours très très bien grâce aux remontées capillaires. Des cultures qui fonctionnent bien et des récoltes qui ont suffisamment satisfait l'agriculteur pour dire, bon, on peut faire tout de cette manière-là. Ça me fait faire des économies de montage. Et ce qui m'arrange bien, puisque dans le melon, il est déjà sur un système simplifié. Donc là, il se trouve sur un système simplifié. En salade aussi, donc économie de tracteurs, d'heures de tracteur. Voilà pour ces exemples. Et donc, le travail continue. En bas à gauche, là, on a cramé un couvert végétal. On est en deuxième année où on plante des courgettes directement dans un sol non travaillé, non paillé. Et ça pousse mieux que dans le reste du champ avec un sol travaillé de manière classique. Et donc, on avance un petit peu à la manière de Steve Goff aux États-Unis qui plante dans un couvert épais. Là, on avance pas à pas, mais on va arriver au même résultat. Voilà, voilà. Donc, il y a encore des choses à apprendre sur ces notions de itinéraires culturaux avec un respect maximal de la fertilité du sol au sens large, tout en fiable en termes de rendement.
mais on avance vite et on avance vite parce qu'on ne perd pas de vue les fondamentaux de la fertilité. On ne perd pas de vue les fondamentaux de la fertilité. En fait, on réussit les cultures. On a parfois des contraintes liées à une maîtrise de l'herbe qui fait que ça va coûter un petit peu plus cher, etc. Et donc, on revoit un peu notre copie. Et de manière générale, maintenant, les essais sont tous réussis en termes de culture parce qu'on fait très attention aux notions qui ont été expliquées au début de mon intervention. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup Xavier. Alors j'ai quelques questions pour toi. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à en remettre dans le chat. Et donc, quelques questions pour toi. Euh, on a parlé d'azote, de carbone. Comment vous gérez la fertilisation, vous la mesurez, comment vous la gérez pour tout ce qui est PK? C'est quand même des cultures qui ont des consommations de luxe, les légumes. Voilà, comment vous envisagez ça, et notamment en bio, et pas en bio aussi. Moi, dans les deux cas, hein, pour moi, le bio et le conventionnel, franchement, j'y fais plus trop cas. Je considère ça un peu de la même manière. Sachez que les melons qu'on consomme aujourd'hui, hein, je parle du melon parce que je suis spécialiste, on les fait tout aussi facilement en bio qu'en conventionnel. Alors, ça coûte pas le même prix parce qu'il y a des choses qui coûtent plus cher, hein. L'engrais coûte plus cher, mais de manière générale, euh, on va dire que beaucoup de mon action on est sur un faux conventionnel, hein, c'est-à-dire qu'un conventionnel où on applique beaucoup de techniques bio, donc en gros, j'y fais plus grande différence. Voilà. Ensuite, pour le P et le K, on est pour l'instant à mon niveau, je suis un petit peu en retard peut-être, je suis encore un petit peu archaïque, on travaille avec la méthode du bilan, et donc on sait qu'un melon, il a besoin de 80, ben, on lui donne 80 ou un peu plus, puisqu'on est dans des sols calcaires. Et pour la potasse, il en faut 180, alors on en donne 180. Cela dit, depuis cette année, on fait des analyses Novacrop là, et ce qui fait que ça va nous permettre d'affiner un peu et chercher peut-être à faire un petit peu d'économie de ce côté-là, ou en tout cas une rationalisation. Peut-être tu peux rappeler à ceux qui nous regardent ce qu'est une analyse de Novacrop, justement, Voilà, alors et qu'est-ce que tu en Novacrop, attends? bon, Novacrop, c'est un laboratoire, euh, mais bon, je suppose qu'il y en a d'autres, hein. Là, pour faire la publicité de Novacrop, là j'ai commencé à faire des analyses. En fait, on envoie les analyses de feuilles à un laboratoire qui répond rapidement en se disant la composition minérale complète de l'échantillon de feuilles. Ce qu'on en attend, c'est de découvrir des carences, des excès qui nous permettront de modifier nos itinéraires culturels présents, on va dire, en faisant des corrections. Corrections, ça peut être il y a une sorte de déficience, c'est-à-dire une manque d'un élément fertilisant. Et donc, on ne le voit pas parce que ce n'est pas une carence bien nette, mais il faut la compenser avec un apport foliaire ou racinaire. Donc là, c'est dans le cas du manque. Et puis, si c'est de l'excès et que cet excès revient souvent dans notre façon de cultiver, ben, ça veut dire qu'on peut être plus calme sur la fertilisation. On attend, il y a une notion agroécologique, mais il y a aussi une notion à la fois rendement, la plante, elle s'exprime mieux, et aussi une notion meilleure résistance aux maladies si la plante, elle est très, très bien nourrie. Ok. Question suivante. Qu'est-ce que tu penses des monocultures? Tu as dit melon, 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 ou triple melon, ou double melon, ou triple courgette, je sais plus. Est-ce qu'on peut faire une monoculture si on travaille plus seul en légumes? Et à quel point on va au-devant des ennuis si on le fait? On va Qu'est-ce qu'il faut au-devant. faire pour faire un seul suppresseur? Voilà, ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, clairement, c'est pas raisonnable de faire toujours la même culture au même endroit, hein. On a bien l'expérience avec du radis qui s'est mis à attraper la fusariose, avec la salade qui attrape la fusariose parce qu'on abuse. Bah, c'est pareil pour le melon et pour beaucoup de cultures. Il faut pas le faire. Voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a une grande différence à faire deux cultures identiques et après laisser la terre tranquille 1, 2, 3, 4, 5 ans, plutôt que d'en faire une culture et d'attendre 4, 5 ans. Là, j'ai pas la réponse.
En l'occurrence, là où j'ai parlé des courgettes, ben, quand on fait nos deux, trois courgettes dans la même année, eh bien là, le producteur, il a suffisamment de tunnels pour faire cette catalogue. Pour ce qui est du melon, on tourne en, je sais pas qui est bien aguerri à ce truc-là, et là, vraiment, ça dépend des terres, hein. Mais on fait deux melons tous les 5 ans, et ça passe. Ce que je constate en tant que spécialiste melon et depuis longtemps, c'est qu'il y a des terrains qui sont très sensibles aux maladies, une sensibilité au développement des T'es maladies peut-être telluriques. un peu loin de ton micro, des fois ça coupe, là, sensible Ouais, aux maladies. Ouais, là ça va être mieux, je pense. voilà, pardon. Oui, donc je disais, là, il y a des terrains où les maladies telluriques se développent plus facilement, plus rapidement que d'autres. Et donc, ce que je dis là sur les fréquences n'est pas forcément adaptable partout. J'ai des cas où on fait du melon 1 an sur 2 sur la région de Bastia avec des résultats qui sont parfaits, qui sont en ligne depuis toujours et où on s'est même débarrassé de la maladie principale qui est la fusariose grâce à une approche d'agriculture de conservation, couverts végétaux, choisis, réduction du travail de sol. Donc, sur du 1 an sur 2, ça passe. Sur des méthodes de travail plus classiques avec travail de sol classique, le standard, c'est de se dire, on essaye de ne pas revenir à moins de 5 ans. Mais il y a des cas où à 3 ans, sur la région de Narbonne, les gens qui reviennent à 3 ans, ils n'ont pas de maladie et le système est stable. Et donc, tu as employé le mot de vocabulaire suppressif. Donc, pour rappeler aux gens ce que c'est, un sol suppressif, c'est un sol qui résiste de par ses qualités, euh, de par ses caractéristiques, au développement d'un pathogène tellurique qui devrait se développer. Et donc, bah, selon les terres, selon l'activité biologique de ces sols, eh bien, on a des différences d'une terre à l'autre et c'est absolument spectaculaire. Par exemple, dans le cas du melon, toujours, sur la zone de Beaucaire, si on fait deux melons coup sur coup, hein, sur 2 ans, on sait déjà que la deuxième année, on aura de la fusariose, donc la maladie la plus grave qui attaque le melon. Et il y a d'autres endroits, on peut faire 10 melons en suivant et il ne se passera rien, on n'attrapera pas la fusariose. Euh, Ça dépend de l'activité biologique du sol et l'INRA avait fait un travail formidable dans les années 70 pour étudier la suppressivité des sols qu'on appelle les sols de château-renard qui sont naturellement résistants au développement de la fusariose. Et donc, quand je suis dans cette zone, et ça fait partie de mon aire de jeu, cette zone-là, c'est vrai qu'on peut se permettre d'abuser un peu et il ne se passe rien. Donc, ça dépend des terres. Ok. Quelqu'un dans le chat nous pose la question suivante. Tassement, deux points. Y a-t-il une mécanisation anti-tassement pour les épandages, les traitements, les récoltes? Y a-t-il des interventions curatives anti-tassement? Alors, curatif, ça veut dire on a tassé et du coup on détasse, hein. On est d'accord avec le truc. Pour moi, curatif, c'est que le mal est déjà fait. Alors ben là, quand il y a eu du tassement, il faut utiliser des gros engins pour détasser, hein. Donc, et donc des gros engins, des dents profondes, des dents de sous-soleuses, des dents d'actisol, de fissurateurs, de paraplots qui rattraperont les compactions. Euh, Intéressons-nous surtout au côté préventif, hein, tant qu'à faire, soyons complets. Évitons de circuler avec du matériel et lourd en particulier en conditions humides, puisque c'est ça qui génère les tassements les plus graves. Donc, il faudrait idéalement, et là je vais parler un peu comme un livre, hein, mais circuler le moins possible dans les terres de manière les plus localisées possible et dans des conditions d'humidité du sol les plus faibles possibles avec du matériel le plus léger possible et avec des pneus basse pression, hein, si on va au bout de la logique. Selon le profil de la personne qui pose la question, s'il y a moyen de travailler en planche permanente dans le cadre du maraîchage, ça aide énormément à localiser le trafic et du coup à localiser un peu les zones de compaction. Et donc, on peut rebondir sur la compaction dans ce cas-là. Est-ce que, dans un système de culture maraîchère, euh, les cultures qu'on met en place, plus des vers de terre, ça suffit
à faire qu'un sol ne se compacte pas? Et qu'est-ce qui fait qu'un sol se compacte, même si on ne le touche pas? Je pense notamment à tout ce qui est pluviométrie, ce genre de choses, quoi. Enfin, quel warning tu mets à tout ça? Le warning, il est avant tout à la texture du sol. Quand les sols sont très limoneux, et si en plus ils sont faibles en matière organique, c'est dans ce cas de figure qu'on a les compactions les plus fortes. Si ensuite ces mêmes agriculteurs, ces mêmes maraîchers ont une utilisation fréquente des outils agressifs parce qu'ils font des rotations culturales rapides avec retravail du sol à chaque fois, on est sur de la déstructuration permanente du sol par le travail du sol lui-même. Et donc, ça nécessite de continuer avec un mode de travail de sol agressif pour rattraper les problèmes qu'on a causés, mais pour produire. Hein, voilà, on se mord un peu la queue. Donc pour moi, le warning principal, il est sur le type de sol et ensuite il est sur le type d'outils utilisés pour la préparation du sol. Au même titre que je disais tout à l'heure une phrase qui est bien à retenir, c'est le travail du sol, c'est le moins souvent possible, mais aussi souvent que nécessaire. Je dirais que dans le choix des outils aratoires, le mieux aussi, c'est de considérer que les outils rotatifs, c'est le moins souvent possible et aussi souvent que nécessaire. En gros, en maraîchage, on utilise beaucoup le cultirato, la fraise buteuse. Moi, j'attends un perfectionnement des vibroplanches, des cultivutes, ce genre de choses qui, de par mes observations, avec un petit peu de jus de cerveau, des gens qui savent faire ça, de faire une sorte de cultirato non rotatif, un outil qui serait peut-être suffisamment long, avec un certain nombre de dents de tout type pour arriver à obtenir une butte qui soit de grande qualité pour les semis ou les plantations, mais avec des dents fixes et non pas des dents motorisées. Ok. Euh, Dans ta vidéo, tu avais montré que tu avais fait un couvert de sorgho. Pourquoi le choix du sorgho et pas, mettons, une avoine vesse ou un pur févrole, ce genre de choses? Alors, le sorgho, dans la région du sud-est Méditerranée, est utilisé en routine depuis une trentaine d'années grâce au travail important qu'avait fait un centre expérimental qui fait toujours un gros boulot dans le légume à Saint-Rémy-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône qui s'appelle l'Aprel. Et donc, parmi tous les engrais verts qu'ils ont testés à l'époque, et de manière assez avant-gardiste, hein, parce que je parle de ça il y a plus de 30 ans, eh bien, le sorgho était ressorti comme la super plante qui présente pas mal d'avantages. C'est une plante qui résiste à la soif. Elle produit une biomasse absolument record. Il n'y a pas d'égal. Pas de plante qui égale le sorgho en termes de production de biomasse, de puissance d'enracinement. C'est une plante qui repousse quand on la pompe. Et donc, en général, lorsqu'on utilise du sorgho et qu'on a le temps pour ça, eh bien, on fait une tonte lorsque le sorgho mesure 1 mètre de haut. Dans le sorgho, bah, il y a toujours des mauvaises herbes. Lorsqu'on tombe du sorgho, bah, ça zigouille les mauvaises herbes et le sorgho redémarre tellement vite et de manière tellement puissante qu'à partir de la deuxième coupe, il n'y a plus du tout de mauvaises herbes dedans. Ensuite, d'un point de vue agronomique. Le sorgho, donc, il a un pouvoir décompactant lié un peu, alors, décompactant c'est beaucoup dire, mais il structure très bien le sol jusqu'en profondeur avec une biomasse racinaire très importante et une biomasse totale qui est aussi très importante selon la durée d'utilisation de cette plante. Si on la garde 3 mois, je crois qu'on dépasse les 20 tonnes de matière sèche. C'est absolument fabuleux. Mais je suis conscient toutefois que il faudrait mélanger des plantes. Il s'avère que mélanger du sorgho qu'on va broyer une fois, ça devient un petit peu compliqué. Voilà, hein, j'ai vu de la crotalaria, hein, Juncea, utilisée dans du sorgho. Ça fonctionne. J'ai vu aussi du tournesol, mais ça fonctionne que si on décide de le faire en une seule coupe. Je rêve d'une légumineuse qui marche mieux que la Crotalaria juncea pour accompagner le sorgho.
On me demande dans le chat si on peut empêcher la compaction d'un sol en mettant du biochar. Alors, à ma connaissance, non, mais toi, tu auras peut-être des infos là-dessus, mais le biochar, c'est un amendement, c'est un nouvel amendement agricole, en tout cas nouveau pour nous, parce qu'apparemment, nos ancêtres l'utilisaient. Mais le biochar améliore la CEC, sert un petit peu de HLM à la vie du sol parce que la porosité, elle est absolument phénoménale. Est-ce que nous, dans nos contrées, pour les gens qui nous écoutent et qui sont en France hexagonale, est-ce qu'on a un intérêt à mettre du biochar? Franchement, je ne sais pas. Sur des terres plus sahéliennes, je dirais, avec des pH très bas, avec des aptitudes culturelles très très faibles, il y a des choses qui sont montrées dans la biblio. Chez nous, vu le prix du biochar, je pense qu'on a mieux à faire de son argent pour enrichir ses sols que de mettre du biochar. Et cela, je le dis jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors j'ai une dernière question pour toi. Et pour ça, je vais repartager, je vais prendre la main sur le partage d'écran. C'est quelles ressources techniques tu recommanderais au-delà des guides de l'ITAB? Donc avant ça, bah, tu avais parlé de l'APREL, APREL, qu'on peut retrouver depuis Google. Et en fait, vous allez sur le site web, il y a énormément de ressources, notamment les résultats d'essai. Voilà, vous avez tout ici. Très simple d'accès pour le coup. Mais au-delà de ça, voilà, on connaît beaucoup le guide de l'ITAB, mais est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu recommandes? Tu dis, ça, il faut vraiment se les procurer, il faut vraiment en avoir connaissance. Moi, je pense que chaque maraîcher doit être en lien avec sa station régionale pour accéder à de l'info, sachant que la station régionale, bon, par exemple l'APREL, la station régionale PACA, en Languedoc-Roussillon, je dis encore Languedoc-Roussillon, bon, il y a le Sud-Expé à Martillargues, donc à côté de Montpellier. Euh, Sud-XP, Montpellier, voilà. Donc, ça, SUD-EXP, hop, la station, voilà, vous l'avez voilà. ici. Donc ça, c'est une station qui est pomme, asperge, melon, et qui développe maintenant, qui commence cette année d'autres légumes. Donc c'est une station qui fait partie du grand réseau régional un peu méditerranéen. Et on retrouve aussi des ressources. Ça travaille en collaboration avec l'APREL, puisqu'on est vraiment pas loin, entre Montpellier et Saint-Rémy-de-Provence. Et donc, voilà, mais pour chacun d'entre vous, maraîchers, agriculteurs, il y a une station régionale dans votre zone, plus ou moins loin, mais sachez qu'ensuite les stations régionales elles sont toutes liées entre elles par des échanges humains et échanges d'informations, ce qui fait que je ne peux qu'encourager à suivre les recommandations variétales, par exemple, ou pour les astuces de lutte phytosanitaire, les filets, les machins, la lutte contre la tuta ou ce genre de choses pour la tomate. Il y a un énorme travail réalisé en expérimentation en France hexagonale, sans doute France d'outre-mer aussi, mais là je connais pas. Et là, bon, j'ai parlé des stations régionales, mais on peut pas oublier le CTIFL qui fait un gros travail aussi, souvent un petit peu plus en amont, mais un gros travail d'acquisition de références. On a une immense chance France d'avoir une structure technique et expérimentale de très haut niveau qui travaille pour les maraîchers. Et pour avoir accès à ces techniques, la plupart du temps, c'est gratuit ou il faut payer un abonnement, ce genre de Alors, choses. le CTIFL, je crois qu'il y a il y a un abonnement qui est pas très cher. Il faut s'abonner à Info CTIFL. Donc, on Pour ce voit qui est... là, ok, c'est marqué Hein, s'abonner. Hop, hein, 140 euros, 100 euros par an, oui, effectivement, ça nous permet d'économiser 2 000, 3 000 euros de bêtises. C'est sûr que. c'est comme ça qu'il faut le voir. Et du coup, voilà, je crois que l'Aprel, c'est 150 euros par an, me semble-t-il. Là, moi, je suis abonné. Et Sudexp, je ne sais plus si c'est payant. Il y a peut-être un petit peu moins d'infos, mais bon, il y a toutes les infos. J'ai oublié la pastèque à Sudexp, qui est, je crois, la seule station de France à étudier la pastèque.
Voilà. Ensuite, plus au nord, Orléans, je crois que c'est le Svetmo, ça s'appelle comme ça. Du côté de Lyon, c'est la Sérail. En Bretagne, si je ne me trompe pas, il y a le Catet ou un truc de ce genre. Le CDDM du côté de Nantes. Euh, Pôle Nord Légumes à Lorgie, à côté de Lille. Bref, en principe, il y en a partout. Et Et, pardon pour les gens que j'oublie. et visiblement, en fait, en allant sur le site IRFEL France, alors je ne connais pas du tout, mais il y a c'est la Fédé des stations experts en maraîchage, peut-être? C'est ça, c'est ça. Et donc, eux, c'est la Fédé. Oui. D'accord. Et donc voilà, et on vous recommande vraiment d'aller dessus parce que il y a des innovations techniques qui sont faites pour des gros maraîchers. Vous êtes peut-être petit maraîcher diversifié ou l'inverse, mais il y aura toujours une bonne information technique à prendre et qui vont vous éviter des échecs de culture. Enfin, on peut le supposer du moins. Je regarde si j'ai pas une dernière question. Hop là. Alors, non, mais je n'ai pas d'autres questions. Alors là, je n'arrive pas à me sortir de l'utilitaire de YouTube. Voilà. Eh ben écoute, je n'ai pas d'autres questions pour toi, Xavier. En tout cas, merci beaucoup pour cette visio. Ah si, une petite question. Comment un maraîcher qui est intéressé par tes services peut te retrouver? Tu as une page LinkedIn? Est-ce que tu as un site web Xavier Dubreuil Consulting? Il faut taper quoi sur Ouais, Internet? j'ai un compte LinkedIn. Ouais. Ok, très très clair. Eh ben, merci pour ces informations. Merci pour ton pragmatisme et aussi, j'espère que ça aura servi à tous nos viewers. Et puis, je te dis à bientôt. Merci Martin et merci à l'action du CNA. C'est vraiment très très bien de faire ce genre de choses. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne Merci à soirée. tous. Ouais.